Bienvenue à notre meet-up sur organiser son code, les bons réflexes à adopter. Nous allons traiter le meet-up en 3 parties, à savoir le linter, un outil au service de la qualité du code. Après, on va parler plus en détail des architectures propres et on finira par les bonnes pratiques pour travailler efficacement en équipe. Pour la première partie, je vais laisser Kylian vous parler un petit peu de ce que c'est qu'un linter. Donc le linter, un outil au service de la qualité du code. Alors le code sale, ça fonctionne jusqu'au jour où, on doit rajouter une nouvelle fonctionnalité, où on doit corriger un bug, ou encore qu'on doit intégrer, une nouvelle personne dans une équipe. Mais la dette technique, en fait, c'est un sujet qui doit pas être pris à la légère. Ça rend les équipes, ça ralentit les équipes, ça augmente les risques et ça rend plus cher, en fait, chaque nouveau développement. C'est quelque chose qui est assez dur à faire, comprendre, à la hiérarchie, puisqu'en entreprise, voilà, il y a une pression constante justement du commerce, des deadlines, faire des quick fix et j'en passe. Et on peut vite se retrouver en fait avec du code de plus en plus sale et qui est impossible à maintenir ou très difficile. Donc les linters justement vont permettre, de garder une cohérence, entre tous les fichiers, d'un même projet et entre tous les projets aussi s'il y a justement des linters qui sont partagés justement entre les projets. C'est le principe du coup, et qui va permettre par rapport aux conventions de développement, que ce soit de manière générale ou qu'il y ait des règles qui sont établies par l'entreprise, de créer ses propres linters et ses propres règles, pour développer. Donc étant personnellement quelqu'un de très maniaque, parfois un peu trop, je me suis vite intéressé au linter quand je suis arrivé dans ma mission actuelle puisque justement c'était un peu l'anarchie dans les projets, donc j'ai pris un peu ce sujet à cœur et je me suis lancé, quoi. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'un linter? Déjà on avait une petite question, est-ce que vous savez ce qu'est un linter? On va hop là, tac. Tout le monde sait ce qu'est un linter ou est-ce que vous arrivez ici sans savoir? Je peux lancer un sondage. Hop là, je vous laisse répondre juste avant. Oui, oui, jusqu'au jour où tu dois te relire évidemment. Exactement, j'ai fini. La première chose qu'on désactive. C'est le problème aussi Laurent, c'est que, c'est un peu trop facile, à désactiver. Juste un petit commentaire en haut du fichier et on le désactive, mais voilà. Donc 15 ans que j'ai pas ouvert de code et bah, justement ça fera un petit rappel. Alors, donc le linter, déjà pour un historique, ça a été créé en 1978 par Stephen, C. Johnson chez Bell Labs. Donc son objectif, en fait, il voulait analyser statiquement du code C, pour détecter des problèmes avant l'exécution. Donc le linter, c'est quoi? C'est un outil d'analyse statique qui va permettre de détecter à la fois des erreurs de syntaxe, des problèmes de style, comme des indentations, du formatage, des problèmes de pratique, de la duplication, des récurrences inutiles, des incohérences dans le code, et cetera. Donc c'est pas un débugger, il va pas s'exécuter au runtime, il va être directement, accessible dès qu'on développe et heu et il détecte pas les fuites de mémoire, il corrige pas les erreurs de typage dynamique, et cetera. Son rôle, c'est vraiment de prévenir les erreurs, pas de les corriger, mais ça peut en corriger certains comme on va le voir, par la suite. Alors, on s'est dit qu'il allait peut-être y avoir des petits curieux entre vous, parce que c'est bien de savoir un petit peu à quoi ça sert, comment ça fonctionne, mais en soi, comment ça fonctionne, mais vraiment? Techniquement, comment ça marche? Alors, tout d'abord, notre linter, il va faire une analyse lexicale, c'est-à-dire qu'avec le code, il va découper ça en tokens, en mots-clés, en identifiants qui vont permettre d'analyser chaque petit endroit. Suite à quoi, il va faire une analyse syntaxique. À partir de ces mots-clés, il va créer un arbre syntaxique qui va représenter à peu près la structure logique, en fait, du code et il va ensuite donc faire tout plein d'applications de règles parce qu'en fait, si vous voulez, donc quand on va installer un linter, on fait de la configuration pour nos règles et du coup, c'est à ce moment-là où notre linter va regarder les mots-clés et va se dire: «Mmh, par rapport aux règles qu'on m'a données, que je dois faire respecter. Qu'est-ce qui va pas?» Ça peut être des règles syntaxiques, ça peut être des règles de style, des règles de sécurité, vous avez toute la liste qui est là. Et enfin, le linter va retourner sur nos beaux compilateurs tous les erreurs, les avertissements et toutes les suggestions qu'on peut faire. Et parfois, comme on disait donc, il peut aussi corriger automatiquement le code, mais c'est très rare quand même. J'avoue que j'ai jamais vu ça, mais apparemment ça existe.
Oui, effectivement, ça va surtout, corriger, ce qui va être des indentations et cetera, mais ça va pas justement, il y aura pas de breaking change sur des autofixes. C'est le Mmh. principe justement du linter. Donc là, 3 petits cadeaux pour savoir l'utilité d'un linter, même si j'ai déjà un peu spoilé juste avant. Pour la première utilité, ça va permettre d'améliorer la qualité du code. Donc comme je l'ai dit, ça va limiter la dette technique qui est invisible sur le long terme. Ça va également permettre d'avoir un code qui est plus lisible, plus simple et maintenable, notamment au niveau des syntaxes des variables, du code mort, des fonctions trop complexes. Et également, ça va faciliter le refactoring potentiel. Voilà, puisque du coup, on aura déjà des variables qu'on comprend et cetera. Ça va pas être un un var un var, data ou n'importe quoi. Également au niveau de l'amélioration, de la cohérence, voilà, ça on va imposer un style qui est uniforme entre les développeurs, c'est-à-dire que Vartoto exactement, j'en vois encore sur certains de mes projets. Donc comme je le disais, on va imposer un style qui est uniforme entre les développeurs, c'est-à-dire que, en fait, quand on arrive sur un code dans une entreprise, on n'est pas censé savoir quel développeur a développé quelle feature. Et on n'est pas censé savoir aussi qu'il y a eu 4 développeurs qui sont passés sur un projet et le nombre de fois où on arrive sur certains projets, sur certains fichiers ou d'autres et on voit que c'est pas écrit de la même façon. Il y en a qui sont plus consciencieux que d'autres et cetera. Des personnes qui sont plus maniaques que d'autres donc voilà. Donc le linter va vraiment permettre d'harmoniser tout ça et en fait, ça combiné à des règles, d'entreprise justement, vont permettre à tous les développeurs de développer de la même manière, justement en ayant des des petites indications comme on le verra tout à l'heure dans une démonstration. Voilà, faire des validations de pierre, on y reviendra. Oui. Ça peut permettre aussi du coup d'éviter des conflits, qui sont liés au formatage ou au style quand on va merger ça sur Git et cetera. De pas avoir des conflits inutiles un peu justement parce que quelqu'un a pas fait le même formatage, qu'un autre sur le même fichier. Ça va Mmh. automatiser aussi du coup les conventions de code et réduire la perte de temps en revue de code. Et pour finir, l'amplification de la sécurité. Donc on alerte sur les us ça peut alerter du coup sur des usages à risque, notamment du coup, voilà, ça va identifier des vulnérabilités qui sont connues, des fonctions qui sont obsolètes ou encore, s'il y a une mauvaise gestion des entrées utilisateurs et cetera. Ça peut aussi également mettre en avant, des patterns qui sont jugés dangereux, typiquement des responsabilités qui sont mélangées dans les fonctions, des duplications de code, sensibles et cetera. Parce que si on a des duplications de code, sensibles, on n'a pas les mêmes plats, on n'a pas les mêmes, et justement, si la logique, elle est sensible et qu'elle est dupliquée et qu'après on vient changer qu'un seul endroit et cetera, voilà, ça peut faire des soucis. Donc déjà, la Mmh. duplication, c'est pas fou et encore plus si elle est sensible. Totalement. On vous a mis ensuite, du coup, des exemples de linter, à savoir pour JavaScript, TypeScript, ESLint, pour Java, checklist, pour Python, PILint, pour YAML, si des gens font du YAML, YAMLlint, je vais y arriver. Et c'est les plus connus qu'on a mis, j'avoue, on n'a pas creusé non plus, pour voir dans tous les tous les codes un petit peu sombres ce qui existe, mais sachez qu'il en existe pour la majorité des langages. Et maintenant, je vais vous laisser avec Kylian qui va vous faire une merveilleuse démonstration d'un Allons-nous linter. allons-nous avoir un super effet démo? C'est ce que nous allons découvrir Ah ah! tout de suite. J'imagine que vous espérez que oui. Donc, tac, si on ferme ça déjà, hop, j'ai créé un petit projet donc en Node, il y en a dans le chat qui ont parlé de ça. Donc voilà, après vous allez vous y retrouver, hein, même les javaïstes et cetera. Hem, j'ai importé, Slint et cetera et puis j'ai fait mes petites règles pour lancer mes fonctions, directement dans la console et mon fichier ESLint ici, voilà, avec des c'est juste un fichier comme ça, voilà, qui va permettre de mettre du rouge partout dans notre code et waouh, 9 plus erreur et qui va permettre, voilà, de faire ce qu'on a dit. Donc donc je vais pas rentrer dans le détail de tout ça, de toute façon, on va le voir aussi avec le ESLint. Tac, 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 hop les et donc on voit ici qu'en fonction de toutes les rules qu'on a pu mettre ici ou des rules qu'on a pu importer ici, en fait, là, on va importer la config recommandée, concernant JS, de ESLint, en fait, qu'on peut retrouver directement sur internet et qui va importer du coup un nombre de règles énormes justement qui vont permettre, de voilà, d'avoir déjà une base sur toutes les règles et après qu'on va pouvoir désactiver ou modifier ici, par rapport à certains critères qu'on souhaite. Sachant que tout ça du coup est retrouvable, chaque règle a sa documentation en ligne.
Donc voilà, donc là, un console log ici qu'on a mis nos consoles en 1, ça veut dire qu'on va l'avoir en warning. J'aurais pu écrire warning, mais j'ai préféré complexifier la démo et que vous compreniez pas tout directement, donc j'ai mis 1. Donc on va avoir 0 pour désactiver la règle, 1 pour mettre warning ou 2 pour mettre error. Donc là, si je mets un no console en 1, on peut voir ici qu'on va avoir un warning avec unexpected console statement, no console. Ici, tac. Et si j'ouvre ça, par exemple, tac, on se retrouve ici avec une documentation spéciale au console log du coup, et avec des exemples de code incorrect, des exemples de code correct qui vont faire ça, qui vont nous montrer voilà en fonction. Et, et voilà d'autres informations, voilà, vous pourrez vous renseigner. Et donc voilà, si par exemple là je le passe à 2, hop, il passe en rouge. Et puis si je le passe à 0, ben, on désactive la règle, donc il n'y a plus d'erreur. Voilà, pareil pour tout le reste, la novar, donc le novar ici en erreur, donc on ne veut pas utiliser var, on peut préférer utiliser let ou const maintenant parce que var est déprécié en node. Voilà, je le dis pour ceux qui ne font pas de node et qui ne savent pas forcément. Ici, le triple égal à la place du double égal pour faire une égalité stricte. Donc voilà, toute une suite de règles. Et donc, bah, j'ai le raccourci pour autofix, mais je ne vais pas le faire puisque sinon, sinon vous n'allez pas le voir. Mais par exemple, du coup, ici, si on fait un npm run lint, on va avoir tous les erreurs voilà, qui vont être listées une à une. On peut voir le nombre d'erreurs qui sont fixables, justement, grâce au tiret fixe. Ici, il n'y en a pas, alors qu'il y en a. Il me dit qu'il n'y en a pas. Hop, là, si je fais lint fixe, je l'ai appelé comment? On va faire, hop là, tac, ligne de point fixe. Bah si, il m'en a fixé. Je m'étais fait bien. Voilà, donc on se retrouve déjà avec beaucoup moins d'erreurs, puisque du coup, il nous a corrigé toute l'indentation qu'on avait auparavant. Si je fais un retour un peu arrière, et si je refixe, on peut voir ici qu'il va indenter ça, etc. Il va faire un espace ici, etc. Tout ce qui va être possible de faire sans casser le code, il va le faire. Donc voilà, donc on se retrouve déjà avec beaucoup moins d'erreurs. Et donc là, il rajoute un espace à la fin parce qu'on lui a demandé de rajouter un espace, etc. Donc voilà, un peu pour la présentation. Et puis, je me suis cassé la tête avec ça, donc je vous le dis aussi, mais vous avez du coup, dans l'output là sur VS Code des informations sur le slint ici. Typiquement, si je vais faire une erreur sur une règle, il le comprend là. Et si je fais une erreur carrément dans la config, hop là, du coup, là on se dit ah c'est bon, j'ai pas d'erreur. Mais en fait, c'est juste qu'il y a une erreur dans le fichier de config. Et on peut le voir ici. Et donc pour comprendre ce qui se passe, bon là c'est assez évident, il va nous le mettre ici. Mais vous avez les informations ici du coup sur pourquoi ça n'a pas fonctionné. On a une question dans le chat de Barbara qui demande: «Est-ce que quand tu es sur l'autofix, ça empêche pas les devs de prendre de bonnes habitudes?» Ouais, c'est une bonne question. L'autofix en fait, personnellement je l'utilise parce que du coup, moi, je prends toujours les habitudes de bien écrire de base. Mais par exemple, sur du code déjà de avant qui a pas été bien fait, et cetera, quand je passe sur les fichiers ou sur les fonctions, je préfère qu'il y ait l'autofix plutôt qu'il y ait des trucs comme ça qui se passent et que, Ouais, clairement. voilà, du coup, je l'ai cassé. Donc voilà. Donc quand je le répare, Et il faut le relancer. Pour le relancer, c'est CTRL SHIFT P et restart ESLint ici. Hop. Et donc là, on a le SVN qui est de nouveau loaded. Et donc là, on a bien les trucs. Donc j'aime bien l'utiliser. C'est vrai que du coup, il y en a qui sont un peu plus frileux, ils ont peur que ça peut casser du code. Typiquement, sur du Vue, ça m'est arrivé une fois que ça casse du code parce que l'indentation était obligatoire. Et donc, je m'y attendais pas du tout. Et donc, j'avais fait un link sur le projet en entier pour vérifier. Et puis il avait planté sur un import fichier dans la balise style, il me semble. Donc ouais, c'est vrai que ça faut waouh, je bug, mais c'est vrai que les développeurs, faut qu'ils apprennent aussi à bien écrire. Il y a des règles aussi en fonction des entreprises pour pas ouais. utiliser l'autofix et cetera. Je trouve que c'est quand même
heu, plus utile d'au moins avoir un ESLint, quitte à ce qu'il peut se le fixe automatiquement, plutôt que de pas du tout le fixer et puis de se retrouver avec des codes qui est pas du tout le même. Mais c'est vrai clairement. que faut aussi l'utiliser avec parcimonie et pas trop en abuser mais après je trouve que du coup, tu comprends bien aussi comment développer proprement du coup en utilisant l'autofix puisque tu vois directement aussi comment il fait les choses plutôt que toi. Après voilà, c'est des espaces, hein, vraiment il y en a qui vont pas chipoter là-dessus, hein. Moi je chipote un peu pour rien aussi, mais si là il y a un entrée, ça va me trigger quoi, donc j'en veux pas. L'autofix l'enlève aussi. Ça peut effectivement casser du code. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aussi vérifier, heu, quand on le fait, il faut savoir ce qu'on en fait. C'est ça, Totalement. c'est ça. Donc l'autofix a quand même un peu des limites, donc faut faire quand même attention à comment on l'utilise. Le principe, c'est qu'on peut utiliser le linter sans utiliser le link, sans utiliser l'autofix, excusez-moi, et ça marche très bien. L'autofix, voilà, si vous avez un fichier qui est complètement, sans problème et que vous écrivez une fonction et qu'il y a des fixes mineurs comme ça, heu, voilà, moi j'utilise l'autofix dans ce genre de cas et je sais que ça va pas casser et après quand je revois mes fichiers avant de commit, je les revérifie aussi. Voilà, Mmh. ça c'est aux développeurs aussi de faire attention, mais oui, faites attention parce que ça peut aussi casser. Aussi un petit détail du coup pour le ouh là, j'ai failli quitter, le j'ai failli quitter, vous étiez plus j'étais plus avec vous. Donc ici, tac, si j'ignore le dossier dist, hop, voilà, c'est juste un petit test. Si on a un dossier dist qu'on veut pas linter, voilà, on a la possibilité aussi d'ignorer soit des Ouais, des ENV, des soit des fichiers communs. dossiers et cetera. Donc voilà, SonarLint est intéressant si vous ne voulez pas avoir de soucis avec SonarQube. Oui, totalement. Ouais, c'est vrai, ils vont aussi de pair. Très bonne remarque. Et ben, j'arrête le partage pour ça et on va passer à la suite. Yes! Hop. Je remets ça. OK, merci. Du coup, le linter, c'est bien beau tout ça, on a bien vu, ça fonctionne bien, ça a plein de qualités, mais ça garantit la forme, mais pas forcément le fond. Et donc pour ça, on va passer à la suite. On a besoin de bonnes pratiques et d'une architecture propre, je vais y arriver, et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'une architecture propre? Et pour commencer, je vais commencer par une question. Est-ce que vous avez déjà eu peur, en touchant à un fichier, de tout casser? De casser complètement le projet, de ouais, de tout casser, de que plus rien ne fonctionne, en fait? Tac, j'envoie le sondage. Je sais pas si vous avez vu le sondage ou hop, je sais pas si vous voyez le sondage ou si vous ne le voyez pas? Ouais, je suis d'accord, merci Git. Si, je crois que je le vois. Ah, il y en avait donc 7 tout à l'heure sur, 7 donc 7 qui a répondu qui ne savaient pas ce qu'était un linter et 8 qui savaient. Eh bah, bienvenue! J'espère qu'on vous éclaire un petit peu sur ce que c'est. Ouais, au niveau, voilà, qui a déjà craint du coup, il y en a là, il y a 66-70 qui ont déjà craint de casser un fichier et Tellement. c'est ça. Et attends, je vais même renommer des bouts de code boîte noire, j'y touche pas. Ouais, ouais, je pense qu'on a tous des boîtes noires dans nos projets Oui, et c'est le problème aussi. exactement. Mais pour tout ça, on va parler d'une architecture bien connue, bien réputée, qui s'appelle l'architecture en couche. Donc comme je disais, c'est l'une des plus répandues, vous l'avez sûrement croisée quelque part. Ça a été créé dans les années 70-80 pour un petit peu structurer, bah, justement tous nos petits projets monolithiques un peu dégueux et du coup les rendre un peu plus buvables. C'est l'idée derrière, ça va être en fait que la communication fonctionne par couche. C'est-à-dire que chaque couche ne communique qu'avec celle du dessous. Ouais, c'est ça. Donc on a notre client qui va ensuite communiquer avec notre contrôleur, qui va communiquer après avec notre service, puis notre repository et notre repository va faire des requêtes à la base de données. Donc c'est quelque chose qui est favorable pour tout ce qui est projet standard. Donc c'est pour ça que ça c'est l'une des architectures les plus connues. Pour tout ce qui est API REST et tout ce qui est CRUD en général. Mais du coup, c'est plus défavorable pour tout ce qui va être projet très complexe où ça part dans tous les sens. Les applications événementielles où on a des publishers, des subscribes, machin et tout ce qui nécessite un petit peu des performances fines, dans ce genre. Hop, je t'en prie. Maintenant, il y a que 2 cadeaux, le premier a déjà été ouvert. Hem, donc on va tout d'abord avoir, voilà, les contrôleurs. Donc eux, ils vont permettre de réceptionner, les requêtes HTTP et de faire la gestion aussi de ces codes-là et ils vont également valider les données entrantes pour ensuite appeler un service.
Ensuite, on va avoir du coup le service, lui qui va avoir toute la logique métier. Il y aura pas de logique métier dans le contrôleur justement. Tout doit Mmh. être centralisé dans le service, et celle qui va aussi valider du coup, au niveau métier que tout est cohérent et cetera et qui va, faire le lien avec les repositories derrière. Donc ici, on va pas avoir de requêtage, on va avoir de la logique métier et celle qui va faire le pont justement entre le contrôleur et le repository qui lui va accéder aux données, et qui va faire les requêtes justement CRUD et cetera et les requêtes personnalisées. Qui va s'occuper de la persistance en base de données et qui n'aura pas de logique métier non plus. Voilà donc voilà, donc ça arrive, ça vient dans le contrôleur, on vérifie les données, on envoie ça au service. Le service, il valide qu'au niveau métier, on est tout bon et on fait toute la logique avec les conditionnements et cetera. Heu, on envoie ça au repository en fonction de ce qu'on souhaite faire. Mmh. Il envoie ça aux bases de données et puis il renvoie l'information au service qui renvoie au contrôleur et qui peut permettre de renvoyer ça au client. Totalement. Bon, pour la suite, on va vous parler un petit peu, d'autres architectures qui existent. Et j'avoue, pour l'anecdote, j'ai hésité à vous faire, complètement la présentation d'une architecture hexagonale, mais j'allais perdre tout le monde, même moi-même. Donc donc à la place, on va juste vous, le présenter comme ça. À savoir que du coup, une architecture hexagonale, c'est la logique métier qui est au cœur de l'application, ce qu'on appelle le domaine. On a ensuite tout ce qui va être interface d'interaction, donc qui vont être les ports qui vont communiquer avec le domaine. Après, on a toute la partie implémentation pour les appels extérieurs et c'est une architecture qui est très flexible et plus adaptée aux projets complexes, contrairement du coup à notre architecture en couche. Ensuite, on a tout ce qui est clean architecture, où ça fonctionne plus en cercle, en cycle, où on a notre domaine qui va communiquer avec notre application, qui va communiquer avec l'interface, qui va communiquer avec l'architecture, ainsi de suite. Ça dépend d'aucun framework, c'est-à-dire que, bah, il y a pas forcément besoin de quoi que ce soit en particulier et ça nécessite par contre une grosse séparation entre nos use cases, entre nos features, entre, ce qui à quoi est consacrée, l'application. Voilà et ça favorise tout ce qui va être évolutivité et maintenabilité, donc c'est pas mal, pour, des projets à long terme, surtout et du coup, il y a tout ce qui est Event Driver Architecture qui va être du coup plus pour, tout ce qui est événementiel, ce dont je parlais tout à l'heure avec les subscribe, les publish. Ça va nécessiter un broker derrière, donc RabbitMQ ou Kafka, enfin les brokers. Ça fonctionne, par méthode asynchrone et c'est adapté pour tout ce qui va être pipeline, flux réactif, traçabilité, toutes ces belles choses-là. Voilà tout. Merci. On va passer maintenant aux bonnes pratiques Ah, pour travailler efficacement en équipe. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une petite question avant, je me oui, demandais toujours comment tu choisis ton archi? On va te laisser répondre. Il y en a oui, plein, je suis il y en a DevOps. plein. Bah, ça, je pense que ça se délimite avec les definition of done et ready, je dirais. Parce que ça va être au moment où, tu mets en place le projet, où tu vas réfléchir à concrètement comment en fait, tu vois ton projet? Comment tu vois la conception? Mais pour moi, c'est quelque chose que tu mets dès le départ, parce que plus ça va, plus il va y avoir de personnes sur le projet et si tout le monde y va de sa sauce, bah, ça va pas être faisable et je pense que ça demande aussi beaucoup de veille. Typiquement, bah, tout ce qui va être pour les événements, on a un truc spécial on a une structure spéciale pour les événements. Pour, si on voit quelque chose qui va durer plus dans le temps, on a quelque chose spécial pour, bah, ce qui va fonctionner dans le temps. S'il y a plusieurs use cases, si ça va être quelque chose de plus monolithique, qu'on sait que ça va être un peu lourd, on se dit: «Ah, pourquoi pas une architecture hexagonale?» Je pense que ça dépend beaucoup du contexte, de l'application et du projet. Mouais. Après, je pense qu'en entreprise, c'est aussi, enfin, après, c'est surtout des discussions de lead et cetera, mais Mmh. je pense pas que je sais pas à quel point, les projets vont changer d'architecture ou je veux dire une fois qu'il y a une architecture qui est choisie pour une entreprise, je sais pas à quel point il y en a beaucoup qui sont Elle peut flexibles changer. là-dessus. Ça change, mais je pense que du coup, les entreprises ont un peu leur architecture, favorite, par défaut Ouais. et après pour y déroger, faut commencer à être aussi pas mal dans, heu, enfin, Faut faut avoir de réussir à l'ancienneté convaincre, quoi, aussi ouais. et puis convaincre, ouais, après c'est culturel. J'avoue que ouais, c'est ouais, carrément.
Vous avez un exemple de projet en archi hexagonal? Perso, non. J'avoue que j'ai, bah, beaucoup fonctionné, sur, l'architecture en couche, vu que c'est la plus répandue, dé directement, bah, c'est celle que j'ai le plus vue. En Ouais, architecture hexagonale, j'avoue, j'en ai pas vu tant que ça. mmh. Ouais, si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas aussi à nous en Ouais, faire bien sûr. part. Mais oui, comme le dit Julien, après c'est vraiment que enfin, ça va dépendre de vraiment beaucoup de choses et puis du coup, c'est toute une analyse pour savoir vraiment laquelle qui est la plus performante et puis après, ouais, c'est vrai que du coup, bah, on en revient justement à la dette technique là, c'est que ouais, pour refacto une archi, c'est encore autre chose. Les linters seront pas suffisants, Oui, voilà, de la patience. c'est clair. Je pense que j'ai Qu'est-ce choisi que techno. ouais. On va passer à la suite et puis si vous avez d'autres questions, on va pouvoir y revenir juste après. Et là, on va passer, du coup aux bonnes pratiques pour travailler efficacement, en équipe. Heu, Toc, donc encore 3 petits cadeaux. Alors, donc là, dans tous les cas, vous allez aussi, je pense, en avoir pas mal déjà entendu parler, hein. C'est pas On n'a pas inventé non plus des bonnes pratiques, mais faut faire aussi un petit rappel et puis ça fait jamais de mal. Donc tout d'abord au niveau des vérifications techniques, voilà, vérifier que la pipeline doit être OK, il y a pas de régression, pas de problème de performance involontaire s'il y a du requêtage. Donc ça va être aussi pendant les revues de code aussi à valider, que le Mmh. code il est aussi optimisé pour la performance. On va avoir, du coup toute la phase de test, bon, qui va être aussi un peu liée au pipeline justement. Donc avec la création des tests qui vont être appropriés à la nouvelle feature ou au projet en entier pour essayer de couvrir un maximum de use cases. Ces tests-là, du coup, évidemment, ils doivent être, OK, ils doivent être corrigés, ils doivent passer, pas ils doivent passer le run, sinon c'est un peu inutile et puis les mocks et les stubs, ils doivent être utilisés, de manière appropriée. Et enfin l'architecture comme Marco en a parlé, voilà, une architecture propre donc il ne doit pas y avoir de dépendance justement du domaine vers le framework. Le framework doit pas être dépendant enfin, ne doit pas être dépendant du framework. On peut très bien pouvoir switcher en fait si on le souhaite. Bon, Mmh. c'est rarement le cas aussi, mais on doit pouvoir switcher aussi de framework sans se dire: «Ah mince, on utilise vraiment, on est vraiment dépendant de ce côté-là». Mmh. Donc voilà, également une séparation claire entre les couches, comme on l'a vu typiquement, dans l'architecture, en couches, voilà, de bien séparer les concerns et pas en foutre un peu partout parce que justement après pour retrouver les informations, c'est beaucoup plus complexe pour les autres développeurs et en fait d'avoir une bonne architecture, voilà, ça va permettre de, «Ah bah, je sais qu'il y a eu une insertion en base, qu'est-ce qui s'est passé?» Je vais pouvoir directement les voir dans les repositories, je sais que j'ai pas besoin d'aller dans mes contrôleurs pour le voir ou dans les services. Heu Pareil, si je veux vérifier de la donnée qui a été récupérée par le enfin, qui a été envoyée par le payload, je sais que je suis directement allé dans mes contrôleurs et j'ai pas besoin d'aller encore plus loin dans l'application. Donc bien séparer les couches et la logique métier du coup du coup, qui est isolée correctement, du coup ça va un peu de pair. Ensuite Hop, à toi. merci. On va avoir tout ce qui va être partie Git, GitHub, GitLab, les données sur les PR et les MR. Donc on va voir bien renseigner le numéro de nos tickets si vous utilisez Jira sur, pour bien donner le contexte de la PR, de la feature en fait que vous êtes en train de faire. Noter une description claire pour aider à la relecture parce que c'est vrai que et ça m'est arrivé beaucoup de fois où vraiment on arrive sur des PR ou des MR, il y a juste le code. Mais en fait, de mettre le code, c'est bien beau. Je peux aussi, reprendre la branche et tester ce qui a été fait. Mais s'il y a pas une description concrète de ce qui a été fait, bah, ça fait perdre du temps et c'est pas forcément très clair. On sait pas forcément où est-ce qu'on va, en fait. Donc ça fait partie des petits, oui, le git, le fameux git commit update là. Quel enfer. Et si la feature porte sur 2 projets, faut les faire correspondre. Enfin, faut qu'il y ait une référence sur les 2 PR pour, rallier, vers l'autre PR pour pas qu'on s'amuse à devoir la rechercher ou devoir merge, différemment, les 2 PR, quoi. C'est un petit peu dommage. Ensuite, on a tout ce qui va être mise à jour de PR et de MR. Il y a, bah, forcément le fait que la branche soit à jour, qu'il y ait pas à faire un update qui va ensuite casser tout le code, machin. Enfin, quand on fait une review, c'est bien si la branche est propre, en fait, tout simplement. Faut pas enfin, il y a la petite subtilité qu'il faut quand même
comporter que des modifications liées aux besoins. Parce que je sais, c'est un petit peu aussi ma manie, c'est dès que je touche à une classe, en général, et que je vois un truc qui est pas propre, qui est pas forcément simple à comprendre, j'aime bien retoucher les trucs. Sauf que, bah, en fait, c'est pas forcément cohérent dans le but de mon ticket, dans ce que je suis censée faire de base. Du coup, soit on spécifie qu'on a retouché un truc parce que ça nous plaisait pas, soit on fait une branche à part et ça passera dans une branche. C'est pas il y a pas mort d'homme, comme on dit. Et du coup, ça il faut éviter tout ce qui est commit intrusif, signalé, en cas de rebase, tout ce qui émerge, un peu dégueu, qu'on rechoppe. Ça arrive très souvent aussi. Il y a une information, de Vivien justement qui dit Oui, que également on l'avait pas mentionné ici, mais ouais, de mettre le numéro dans le commit, c'est aussi bien, ouais, pour se retrouver derrière, pour dire pourquoi j'avais fait telle chose, de pouvoir retrouver directement le ticket et cetera, ouais, tout carrément. ça donc voilà et puis ouais, du coup, le git blame qui va permettre de voir les derniers commits le dernier commit en date et de voir même tous les commits qui ont modifié cette ligne Et pour voir le heu, responsable et aller lui hurler dessus. ouais, c'est ça, c'est la seule raison pour utiliser le git blame, c'est de voir quel est le con qui a fait ça? Ah bah, c'était moi il y a 1 an. En fait, je vais pas lui dire. C'est ça que j'allais dire. Donc voilà. Ouais, ensuite, on va quitter un petit peu Git. Il y a on dans tout ce qui est bonne pratique aussi, il y a c'est évident, hein, mais la cohérence avec la demande parce que comme je disais, moi, je suis aussi maniaque dans le sens où j'aime bien retoucher des trucs à côté. Sauf que, bah, est-ce vraiment cohérent avec la demande initiale? À savoir on faudrait relire un code qui correspond à tout ce qui est critères d'acceptance. Si dans votre ticket, à la base, il y a une maquette, bah, faut que votre ticket, ressemble à la maquette qui est donnée, en fait. Et dans l'idéal, faudrait que les cas de test élaborés, en amont, bah, respectent le cas pratique. Enfin, faudrait que ça fonctionne, en fait, dans les cas de test évoqués. Ce serait l'idéal. On a donc ensuite tout ce qui va être lié à la qualité de code. On retrouve notre fameux linter. Après, il y a tous les fameux, problèmes sonars dont on parlait un tout petit peu tout à l'heure. Il faut qu'ils soient corrigés. Après, donc si le code est compliqué, bah, c'est bien de rajouter quand même des commentaires parce que, bah, on se dit, si dans 2 mois, on retourne sur ce code et qu'on comprend pas, ça la fout mal et le code factorisé au mieux possible avec des noms de méthodes et des variables explicites, c'est toujours mieux qu'avoir des totaux, des, ici, des tests en nom de variable. Ouais, ouais. Le linter OK, la boucle est bouclée, on commence par linter, on finit par linter. Mais Exactement. et comme tu dis Laurent, ouais, le test, c'est un peu comme le linter, c'est pas l'urgence, mais ouais. Ouais, Ap après l'avantage du linter justement, c'est que c'est pas aussi, chronophage et beaucoup plus simple à mettre en place aussi que les tests. Enfin, on peut pas comparer les 2 dans tous les cas, mais le linter, en vrai, c'est pas contraignant pour un développeur. Au pire, il aura du rouge partout et puis tant pis, il va s'y habituer. Mais un linter, ça s'ajoute sur un projet, et il y a rien à faire, en fait. Une fois que les règles sont définies, je veux dire, ça prend, en tout cas, au pire, ça prend une semaine, à définir des règles avec les j'en sais rien. ouais. Mais il crée un fichier, de config comme on l'a vu tout à l'heure. En fait, c'est 45 lignes, en fait, il y a déjà des configs de recommandés et en Mmh. fait, il y a aussi des configs, là, j'ai montré la config JS, mais en fait, il y a la config justement stylistique, elle, qui va permettre de faire la config qui est tout spéciale vraiment à tout ce qui est justement, espace avant les accolades, triple égal, enfin, qui va être vraiment tout ce qui est lié au style justement, qui va rien avoir avec, c'est notamment, le stylistique en général qui est corrigé quand on va faire un autofix. Mais justement, c'est vraiment rapide à mettre en place et c'est pour ça que c'est vraiment du quick win un peu en fait, à ce niveau-là. Ouais. C'est qu'en tout cas, quand on va partir d'un projet. Ben, je te parle pas des anciens projets parce qu'une quick win, tu peux pas même un autofix comme on C'est l'a plus dit, on peut pas compliqué. passer un quick fix on peut pas passer un autofix sur tout le projet, mais parce que ça peut casser des choses. Mais en tout cas, sur des nouveaux projets, c'est juste de mettre un ESLint directement, en fait, on voit direct le rouge, on dit: «Ah oui, c'est vrai, bah, je vais le corriger» et puis derrière, ça évite tous les problèmes qu'on a mentionnés juste avant, quoi. Ouais, le coverage, 85. C'est Ah un ouais, enfer. J'avais ça sur un de mes projets, c'était un enfer. Du coup, tu passais ton temps tu avais fini ton code, mais tu passais ton temps, en fait, à à faire des tests derrière. ouais. C'est vrai que en fonction des entreprises, il y a plus ou moins de
il y a plus ou Ouais. moins de restrictions et c'est pas plus mal au final. C'est vrai que Oui. c'est chiant de faire des tests, mais quand tu repasses sur le code et que tu es en train de refacto ou de rajouter quelque chose qui de rajouter une variable, enfin un paramètre à une fonction et cetera, ben, de voir que derrière tu as le test qui run et qui plante, tu es bien content de l'avoir eu le test parce que sinon, Mmh. ça Et t'évite des erreurs en prod aussi, comme dit Oussama, ça va aider à identifier tout ce qui est régression et puis c'est pratique, ah ouais, vraiment. au Ah, lieu les tests d'arriver en unitaires, prod et de se dire: «Ah ça marche plus». ouais, ouais, les tests unitaires, on n'en parlera pas assez à quel point c'est important, mais c'est encore pire au niveau hiérarchie pour faire accepter les tests unitaires derrière, faire Ah, accepter qu'on va passer 20 ou 30 de notre temps à écrire la même chose que le code, mais pour des tests. Pourtant, ça fait gagner un temps monstre par la suite ça et pourrait être le sujet d'un autre meet-up. et petit tips de Vivien encore, voilà, vous pouvez justement installer un script. Bon là, faut aussi justement, Ah oui. si ça empêche le commit d'être push, ça peut être, aussi contraignant justement sur des projets qu'on va reprendre qui ont pas un ES clean qui est clean. Mais mais ouais, quand d'avoir moi je sais que je run forcément du coup la commande, enfin après ça devient une habitude, soit tu regardes dans les fichiers, soit tu runs les commandes et cetera. Ça dépend aussi à Ouais, quel point, vos projets ils nécessitent aussi ça et à quel point ça a été, inclus dans votre culture d'entreprise et cetera. Mais, et en tout cas, voilà, nouveau petit tip, soit vous pouvez faire des pré-commits, enfin c'est des hooks qu'on appelle, je crois. Des scripts, voilà, de pré-commit qui mmh, vont c'est un fichier qui va s'exécuter juste avant le commit quand vous allez cliquer sur commit, du coup, vous allez faire un commit et qui peut vérifier un tas de choses, dont faire, cette, fameuse commande, de linter. Ouais, il y a l'IA qui dégrossit, mais l'IA, c'est pareil. Si tu donnes tout ton code à l'IA pour qu'elle te fasse les tests unitaires, il y a bon nombre d'entreprises qui ouais, vont encore râler, quoi. Sauf si tu as une ça IA passe maison et dit. cetera. Mais c'est clair. Si vous avez Merci d'autres beaucoup questions dans le pour, chat, n'hésitez pas. Merci pour votre temps et pour l'interaction que vous avez eue dans le chat, oui, c'était c'était plaisant.